Bien, bonjour à tous. Bonne année à ceux que je n'ai pas encore salués et meilleurs vœux donc pour cette année 2018. On continue donc le cycle de séminaires Ad Systemix aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir Léo, Léo Liberty, qui est donc directeur de recherche au LIX, un laboratoire d'informatique de Polytechnique, avec lequel on a quelques travaux en ce moment dans le cadre d'un programme, un projet qui s'appelle MSM sur la mobilité. Je ne sais pas si tu en parleras. Je ne pense pas parce que sa proposition de séminaire est un sujet différent que travaille en ce moment Léo Liberty sur la géométrie des données. Il a un parcours assez riche. Léo a travaillé un peu en Italie, un peu en Angleterre, et pour revenir en France, où il occupe donc ce poste de directeur de recherche à Polytechnique, dans un laboratoire avec lequel on a encore peu d'interactions à Systemix, mais qui n'appelle qu'à grossir. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Peut-être que tu pourras dire peut-être quelques mots sur tes autres activités de recherche avant de démarrer le séminaire lui-même. En tout cas, je suis très content que tu sois parmi nous pour nous faire ce séminaire. Moi aussi. Alors, d'abord, le test volume. Non, d'abord, first of all, the language test. Anyone here not speaking French? OK. Après, le test de volume. Est-ce que vous m'entendez? Même à la dernière ligne? Alors, j'ai gagné un pari. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il fallait absolument que j'utilise le micro. Finalement, ce n'est pas exactement nécessaire. Très bien. Alors, tu m'as invité à dire encore plus de mes parcours, etc. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime énormément parler. Et déjà, je pense que vous serez ennuyé à la fin de mon discours. Donc, j'ai tendance à rentrer dans les vifs du sujet sans plus traîner. Alors, aujourd'hui, je vous présente quelque chose que j'ai appelé Distance Geometry in Data Science. C'est la narrative part du fait que les ordinateurs peuvent raisonner en déduction, mais très bien, mais ils peuvent aussi raisonner en analogie. Okay? Et ça, c'est ce qu'on cherche de pousser le plus par biais de l'intelligence artificielle et du machine learning. Okay? Donc, c'est des sujets très à la mode. Je ne pense pas que ça soit juste une mode, je pense que c'est très important. Et en plus, il y a une preuve. Ce n'est pas juste une mode, parce que même Turing, qui a inventé l'ordinateur, lui-même, il parlait de machine learning. Pas avec ces deux mots, mais il se posait le problème d'un ordinateur qui soit qu'on ne puisse pas distinguer d'un humain. Et il a fourni un test statistique pour voir si une machine est à la hauteur d'un humain, okay? Le test de Turing. Donc, c'est un sujet qui est très vieux. Et de quelque sorte, tous les 10 ans, à toute montée en puissance des ordinateurs, il y avait des gens qui travaillaient en intelligence artificielle qui disaient « Bon, c'est sûr que dans les prochains 10 ans, on y sera, on aura l'ordinateur qu'on ne peut pas distinguer d'un humain, c'est sûr, c'est sûr. » Et tous les 10 ans. Donc, vous avez dans les années 50, il y avait Turing, 60, il y avait Minsky peut-être, 70, c'était Wiener. Après Minsky dans les années 70, dans les années 80, il y avait un tas de personnes, 90, 2000, 2010. Okay? Et encore, on n'y est pas. Mais il y a encore des gens qui disent « Ah oui, non, mais on sera là. » Alors, je ne suis pas un expert de machine learning, je suis un expert d'optimisation. Mais je me suis mis, okay? Parce que ça m'est fasciné le fait qu'un ordinateur puisse converser avec moi, par exemple. Et je vous garantis que je vois aucun signe que dans 10 ans, on y sera. Okay? Aucun. Je pense que nous-mêmes, nous avons au moins 20 ans d'éducation. Personne n'a éduqué un ordinateur pendant 20 ans. Nous avons la peau complètement recouverte par des senseurs sensibilissimes qui touchent et sentent tout le monde qui nous contourne. Les yeux qui sont puissants, les oreilles. On a un appareil des senseurs qui apprennent et donnent des feedbacks à notre réseau neuronal qu'aucun ordinateur a. Donc déjà, ces deux choses, pour moi, suffisent à dire si vous attendez un humain qu'avec un cerveau d'ordinateur, ce n'est pas dans les prochains 10 ans. Peut-être ça va arriver. Je ne sais pas si philosophiquement, c'est la même chose ou pas. Mais je suis certain que notre réseau neuronal a comme input non pas des symboles, mais des vecteurs et des scalaires, okay, continus.
Par exemple, les vibrations du son qui nous arrive à l'oreille, la pression qui nous arrive sur les doigts. Okay? Tout ça, c'est des inputs qui ne sont pas symboliques. En fait, c'est notre cerveau lui-même qui élabore des symboles pour résumer certains significats très complexes d'un signal très complexe. Alors, aujourd'hui, par exemple, on prend des réseaux neuronaux et pour les entraîner à comprendre la langue naturelle, on leur fournit des inputs qui sont symboliques. Donc, on prend par exemple toutes les couples des mots. Okay? Dans une phrase, on a une séquence des mots. On prend une fenêtre en longueur qui bouge. Donc, on va prendre toutes les couples consécutives des mots. Et on va faire de ça des vecteurs 0,1 pour dire j'ai cette couple, j'ai cette couple. Donc, c'est un vecteur dans un espace énorme. Okay? Et qui est juste fourni des vecteurs 0,1 pour dire j'ai ces couples, j'ai pas ces couples. Ces vecteurs-là sont passés en tant qu'input dans un réseau neuronal et on leur pose une question, par exemple oui, non, et ça c'est le neurone des outputs. Il y a beaucoup de couches intermédiaires et on espère en fournissant beaucoup de input et des outputs, des paires d'entraînement, que le réseau sera suffisamment expert pour comprendre et généraliser de ça. La généralisation, pour moi, c'est quelque chose de très bizarre. C'est quelque chose qui est très bizarre parce que... non, ce n'est pas très bizarre parce que nous la savons faire. Mais si on y pense un peu, c'est difficile d'imaginer un ordinateur qui puisse généraliser. Effectivement, je n'ai pas vu des grandes généralisations par des ordinateurs. Mais si vous pensez à la généralisation, c'est quelque chose de contenu. Ce n'est pas quelque chose de discret. Je généralise parce que je vois quelque chose qui est similaire à ça et je les prends dans la même catégorie. Okay? Donc, il ne faut pas que je fasse des sauts discrets. Il faut qu'il y ait une continuité entre ce que je vois et ce que je peux imaginer après. L'apprentissage, pour moi, c'est comme ça qu'il se passe. C'est vrai qu'on n'a pas accès à tout un contenu d'informations, ça c'est sûr. Le temps est fini et si on prend même un débit d'informations très serré, il y aura quand même un nombre fini d'informations. Mais ça fait partie d'un monde qui doit être glissant et continu. Alors, pour moi, la généralisation qui peut avoir lieu grâce à un réseau neuronal qui voit que des vecteurs 0,1, c'est limité. Pour moi, c'est beaucoup plus sûr de prendre un input des vecteurs en RN. Okay? Et on le fait. Google le fait. Par exemple, Google a sorti ses word vectors, okay? Et on peut les prendre en tant qu'input de nos réseaux neuronaux. Donc, là, il s'impose une transformation dans des espaces discrets à des espaces continus. Je ne sais pas comment Google fait à former les word vectors. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un autre réseau neuronal, ils prennent un input des vecteurs 0,1 et ils ont, à la place d'un seul neurone des outputs, ils ont 300 neurones avec des valeurs qui peuvent varier entre 0 et 1. Okay? Donc, selon moi, c'est pour cela. Donc, c'est juste, ils bougent le problème. Parce que le problème pour moi, c'est que nous n'avons pas droit à des inputs symboliques. Nous avons droit à des inputs. Vous êtes capable en temps réel de couper mes phrases en mots et de faire des symboles avec. Okay? Mais en fait, votre réseau n'entend que des vibrations. Okay? C'est des vibrations dans le contenu qui sont interprétés et transformés. Donc, il y a quand même un problème de transformer tout ce qui est symbolique, qui fait partie de notre langage, okay, qui est plutôt notre output, dans quelque chose qui est continu, qui serait un bon input pour un réseau neuronal. De manière plus générale, là j'ai parlé du Natural Language Processing, mais en fait, de manière plus générale, il y a quand même un besoin de tous les réseaux neuronaux et aussi d'autres, pas que des réseaux neuronaux dans les machine learning, mais aussi dans d'autres méthodes pour faire du machine learning. Il y a un besoin d'une entrée en vecteur, okay? Un vecteur, je veux dire en arène, des contenus entre 0 et 1 au moins. Mais les données se modélisent bien par des graphes discrets, que ce soit des bases de données, où vous avez beaucoup de façons de modéliser par biais des graphes une table de bases de données, jusqu'à aller à une représentation, par exemple, très complexe, un arbre de décision pondéré par des probabilités de réussite d'un processus complexe. Tout ça, c'est une
structure discrète qui décrit une autre interprétation du monde réel. Et il fallait que ça soit input à une structure de machine learning. Alors moi, je vais parler de cette transformation. Je vais vous fournir des outils que j'ai utilisés, pas vraiment dans le machine learning, mais dans d'autres applications ingénieristiques qui transforment des graphes dans des vecteurs. Okay? Donc ça, c'est le sujet de mon talk. Et ça, c'est plus ou moins ce que j'ai cherché de dire en 10 minutes. Je vous ai dit que je parle beaucoup. Alors, il faut aussi que je souligne le fait que si vous avez un grand nombre de dimensions, comme j'ai fait l'exemple, par exemple, des vecteurs de input quand vous avez des couples de mots consécutifs, là, vous avez des grandes dimensions. Okay? Parce que si vous avez, par exemple, un nombre n de mots, les couples sont un carré. Alors, ça, c'est la taille de l'espace. Si on veut faire des analogies avec ça, on devra poser des distances sur cet espace et faire des distances, calculer des distances dans des espaces à très haute dimension pose des problèmes d'ordre statistique et géométrique, des problèmes fondamentaux, des problèmes qui, effectivement, ne peuvent pas vraiment se résoudre, il faut faire avec. Okay? Donc, on verra comment passer de haute dimension à plus basse dimension et pourquoi on peut et à quel coût. Okay? Bon, alors, l'analogie, si on ne part pas d'une base d'entraînement, c'est le clustering. Okay? Donc, la méthode plus simple, plus directe, qu'on connaît plus ou moins tous, je pense qu'on en a entendu parler au moins, pour faire de unsupervised learning, c'est le clustering. Okay? La clusterisation, c'est un calcul d'analogie basé sur la distance, sur la proximité. Alors, on peut le faire dans les graphes et dans les espaces euclidiens. Okay? Alors, je vais vous montrer une technique pour les graphes et une technique pour l'espace euclidien. Et de toutes sortes, mon talk sera formé, je vous ai donné le contexte et la narrative, mais maintenant je vais vous présenter des outils. Okay? Des outils qui ne seront pas nécessairement appliqués au problème du machine learning, mais ils peuvent et ils devront être appliqués quand j'aurai le temps de les faire aux problèmes de machine learning. Bon, alors, dans des graphes, disons que vous avez un graphe et votre proximité, c'est 0,1. Soit il y a une arête entre deux nœuds, ou il n'y a pas d'arête. Okay? Ou sinon, vous avez une pondération sur les arêtes, mais peu importe. Il y a vraiment l'absence ou la présence d'une arête qui fait foi. Okay? Alors, il y a plusieurs façons de faire le clustering. La plus directe, c'est juste de pondérer les arêtes et soit maximiser les poids, soit minimiser le coût. Mais il y a une autre façon de faire qui s'appelle modularité. Okay? La modularité est une mesure de la bonté d'un clustering. Et c'est une mesure qui est sortie dans les années 2000 par un physicien donc qui avait un aperçu vraiment sur les structures des réseaux du point de vue physique. Okay? La description qu'il a donnée, modularity is the fraction of the edges that fall within a cluster minus the expected fraction if edges were distributed at random. Donc, qu'est-ce que je veux dire par at random et expected? Alors, at random, sur quel espace? Alors l'espace sur lequel on fait la moyenne, c'est en fait, c'est tous les graphes aléatoires qui ont la même distribution des cardinalités des nœuds. Okay? Donc, ce n'est pas la peine de faire la moyenne sur tous les graphes, ça serait trop large. Et expected, c'est parmi tous ces graphes-là, on fait la moyenne avec les moyennes qu'on a dans les graphes donnés. On veut savoir combien y a-t-il de recombinaisons d'arêtes. On split les arêtes en deux et on recombine, 2 à 2. Okay? Donc là, c'est une manière de calculer la moyenne et là, c'est l'espace sur lequel on fait la moyenne. Quelle est la signification de tout ça? Vous voulez voir un bon cluster, c'est le cluster que vous obtenez en distinguant votre graphe donné par la moyenne de tous les graphes qui se comportent plus ou moins comme le graphe donné. Okay? La moyenne de tous les graphes, c'est cette moyenne, et qui se comporte plus ou moins comme le graphe donné, c'est tous les graphes qui ont la même degree sequence. D'accord? Donc ça, c'est la rationalité, l'intuition derrière cette mesure. Donc, je vais voir la clusterisation qui est plus éloignée d'une sorte de platitude moyenne. Et ça, c'est la clusterisation qui fait plus de sens. Okay?
Bon, d'accord. Alors, on peut calculer cette... en fait, la mesure, c'est fait par combinaison des couples de sommets. Donc, on peut calculer la modularité des deux sommets, UV par exemple, comme ça. AUV, serait soit le poids de l'arête UV, soit 0 ou 1 si l'arête n'y est pas ou il y est. Okay? Et moins cette moyenne. Alors, la moyenne, c'est fait très simplement parce qu'on a toutes les recombinaisons de mi-edge. Alors, les edges sont non orientés, donc dans la recombinaison, vous pouvez calculer comme si c'était des arcs parce que vous avez deux mi-edge. Et donc, du coup, vous faites le produit entre la cardinalité d'une U et la cardinalité d'une V. Donc, c'est toutes les possibles recombinaisons que vous avez. Et la moyenne est sur les arêtes que vous avez dans les graphes donnés. OK? Donc, voilà. Et là, après, vous faites la modularité d'un graphe entier en prenant la modularité entre tous les couples par une variable 0,1 si U et V sont dans le même cluster et 0 autrement. OK? 0,1, les variables 0,1, c'est des variables de décision. OK? En optimisation, on les appelle comme ça pour dire que on ne sait pas encore. Quand on écrit la formule, on ne sait pas encore la valeur. C'est le processus d'optimisation qui va décider la valeur qui maximise cette forme. OK? J'attire votre attention sur le fait que la clusterisation d'habitude a besoin, en tant qu'input, de nombre de clusters. Eh bien, si vous utilisez ce type de variables, vous n'avez pas ça. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, en fait, c'est le processus d'optimisation qui décide les meilleurs nombres de clusters. Ça, c'est un atout considérable. Okay? Ça, c'est très différent de beaucoup de méthodes très efficaces et très utilisées en clusterisation. Ici, vous n'avez pas besoin de savoir les nombres de clusters en avance. OK, alors, on maximise donc la différence entre la clusterisation du graphe donné et la clusterisation du graphe moyen, disons. OK? Donc, on a certainement une maximisation de cette mesure. Sujet à quoi? Sujet au fait que membership, l'appartenance à un cluster, c'est une relation triangulaire. OK? Donc, il y a une transitivité. Donc, ces contraintes-là vous disent que si I et J sont corrélés, sont dans le même cluster, et J et K sont dans le même cluster, I et K doivent aussi être dans le même cluster. Et ça, c'est toutes les manières de prendre les couples et le sommet qui reste. Okay? Donc, cette inégalité triangulaire donne la transitivité de chaque cluster. Alors, ce programme, celui-ci, c'est un programme mathématique. Ça s'appelle comme ça. D'accord? Et c'est d'une classe qui s'appelle Mixed Integer Linear Programming. Ça, c'est des données, on peut les calculer. Ça, c'est une somme, c'est une fonction linéaire. Ça, c'est des fonctions linéaires. Et j'ai une restriction ici, que toutes les variables sont 0 et 1. Okay? Donc, on peut résoudre des problèmes comme ça, mais ce n'est pas super efficace. C'est quand même des problèmes qui font partie d'une classe qui est MP complet. MP difficile. On a des solvers qui sont technologiquement très avancés aujourd'hui, comme Cplex, et donc on peut quand même espérer de résoudre des instances avec des milliers de nœuds, peut-être 10 000, mais pas avec des milliards, pas avec des millions non plus. Et donc, malheureusement, il y a quand même des limites assez fortes. Okay? On peut quand même utiliser des heuristiques et se dire, bon, OK, je m'en fous du fait que je n'ai pas l'optimum global ou garanti. De toute façon, si vous avez 1 million de sommets, il y a et vous le prenez de la vie réelle, il y a des chances que vos données ne soient pas exactes, qu'il y ait quand même des erreurs. Et donc, du coup, ce n'est pas nécessairement crucial d'obtenir un optimum global garanti si les données ne sont pas certifiées exactes. Sinon, si vous voulez passer dans les espaces euclidiens, il y a une manière que tout le monde connaît, j'espère, de faire du clustering, c'est K-means. Okay? K-means, c'est un algorithme qui est heuristique et en fait, ça résout un problème qui a un nom différent. Il s'appelle Minimum Sum of Squares Clustering. Okay? Le problème lui-même, il est MP difficile aussi. Et donc, il n'y a pas de question aussi de résoudre à l'optimalité. Et K-means fait une très bonne affaire de trouver de bonnes solutions assez vite. Okay? En plus, on peut décider quand s'arrêter, on peut la continuer jusqu'à convergence, on peut faire plein de choses.
Bon, OK. Alors, comment est-ce que ça marche cette heuristique? Bah, déjà, le problème, c'est ce problème-là. On est donné à la place d'un graphe, on est donné n points dans Rn, M, pardon. OK? Et il faut trouver K clusters. OK? Donc, ça, pour le moment, c'est comme si c'était des variables de décision. Ce n'est pas vraiment des variables de décision, mais il faut décider qu'est-ce que C1 jusqu'à CK contiennent en termes de points PI. OK? Donc, ça, c'est la fonction de coût, okay, qui se sert de ces centroïdes du cluster. Donc, le centroïde, c'est à peu près la moyenne, okay, de votre nuage de points. C'est le barycenter, le centre des masses. Donc, l'heuristique présuppose qu'on vous donne un clustering initial. Au pire, si vous ne l'avez pas, vous pouvez initialiser aléatoirement des clusters. Okay, peu importe, comme je fais ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 points violets. Okay? J'ai initialisé un peu à la conne 2 clusters comme ça et comme ça. Okay? Après, vous avez ces variables d'affectation. X et J vous disent 1 si le point I est affecté au cluster J. Donc ça, c'est très différent des variables qu'on avait avant, même si je les ai appelées X de toute façon. Parce qu'avant, on avait X et J. Si I et J étaient 2 points dans le même cluster, ici, on a X, J est 1 si I est un point dans le cluster J. Okay? Donc, c'est un significat très différent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le centroïde, YJ. Okay? On en a K. Après, on a des centroïdes. On peut réaffecter le point en raison de leur proximité avec le centroïde qu'on a calculé. Okay? En raison de ces réaffectations, les clusters vont changer et donc les centroïdes aussi vont changer. Et puis on répète. Okay? On répète jusqu'à stabilité ou jusqu'à ce temps d'aller à la cantine. Et là, par exemple, ici, vous avez les 4 points violets. Alors les centroïdes, c'est les rouges, ici et ici. Vous faites la réaffectation selon le centroïde le plus proche. Alors le centroïde le plus proche à ces 3 points, c'est celui-là. Et les centroïdes le plus proche à ce point-là, c'est celui-là. Et donc, on a changé le clustering. Voilà, on a amélioré cette fonction de coût. On peut aussi écrire la définition de ce problème sous forme de programmation mathématique. Alors, voyons, on va utiliser des variables de décision pour les centroïdes. Ce YJ, c'est un vecteur. Okay? PI et YJ sont des vecteurs en Rm. Donc, en fait, ça, c'est un vecteur des variables de décision. Par contre, X, Y, c'est vraiment un scalaire, c'est 0,1, c'est une variable de décision juste scalaire. Okay? Alors, on va donner la définition d'un centroïde. La cardinalité du cluster, je l'appelle SJ, et elle est aussi une variable de décision. Okay? Puisqu'on ne sait pas au début combien de points chaque cluster va contenir. Donc, la somme pondérée de tous les points est divisée par la cardinalité du cluster, c'est le centre des masses, c'est les centroïdes. Après, je vais dire que pour tout point, okay, je sais que le point doit être juste dans un cluster. Okay? Donc, la somme, autrement dit, je cherche une partition des points. Okay? La clusterisation, c'est une partition. Donc, la somme pour tout type, pour tout point, sur tous les clusters de X et J doit être égale exactement à 1. Okay? Si la somme est égale à 1 et toutes les variables sont 0 ou 1, il y en a une seule qui doit être égale à 1, et toutes les autres doivent être égales à 0. Okay? Donc ça, c'est la logique derrière cette contrainte d'affectation. Et puis, je dis que la somme, pour tout cluster, la somme sur tous les points doit être exactement la cardinalité du cluster. Okay? SJ. Bon, alors là, je dis les centroïdes pourraient être partout dans l'espace. Donc ça, l'espace des solutions ici sur les Y, c'est non borné. En fait, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas parce que je vais faire des reformulations de cette formulation de telle sorte à la simplifier. Okay? Donc ça ne m'arrange pas, mais c'est extrêmement large. En fait, c'est trop large parce que je ne bouge jamais les points. Les points sont donnés. Alors, il y a peu de chances qu'un centroïde sur un nuage des points donnés soit dehors du nuage. C'est impossible, en fait. Donc, je peux calculer des bornes, et c'est ce que je vais faire à la prochaine étape, c'est de contraindre les Y à des bornes plus fermées.
Après, il y a des complexités ici de programmation mathématique. Ici, on a une norme, OK, fois une variable. Mais la norme contient une autre variable de décision. Donc, il y a un produit d'une fonction d'une variable de décision et d'une autre variable de décision. Les produits sont toujours assez difficiles à traiter dans la programmation mathématique. Ici, on a un terme horrifique, hein, le fractionnaire. On ne saurait pas quoi faire. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est de dire, bon, OK, alors je mets une autre variable de décision. Donc l'ajout des variables de décision, c'est un jeu de reformulation qu'on fait souvent. OK? On s'y aide en ajoutant des variables de décision. Alors PY, PIJ, XIJ, ça devient la forme linéaire, bilinéaire que je cherche de maximiser, de minimiser, pardon. OK? Et le PIJ sont une borne supérieure à toutes les distances entre I et J. OK? Pourquoi c'est une bonne reformulation? Peut-être je le dirai après. Est-ce que vous voyez que c'est une bonne reformulation de quelque sorte? Si vous minimisez ça, OK, ça va bouger contre ça, ça va minimiser les autres aussi. Intuitivement, c'est ça. Alors ici, j'ai bougé. Qu'est-ce que je fais? Je mis S de l'autre côté, OK, et après je remplaçais S par sa définition. OK? Donc ce que je vais repérer, c'est comme ça. Là, comme je vous ai promis, j'ai remplacé tout l'espace euclidien par une box, OK, qui contient tous les nuages. Alors ici, j'ai simplifié dans ce sens-là. J'ai un terme qui maintenant est convexe. Cette contrainte est convexe. Si j'ai une norme ou une norme carrée et j'ai une borne supérieure à la norme carrée, cette contrainte définit une région convexe. L'optimisation sur les ensembles convexes, c'est moins difficile à faire de l'optimisation sur des ensembles non convexes. Après, j'ai deux problèmes ici. J'ai deux termes bilinéaires, PIJ, XIJ et YJ, XIJ. Okay? Ça, c'est des produits de variables que je n'aime pas. Par ailleurs, c'est des produits de variables bornées. Okay? P borné. Alors, P n'est pas nécessairement borné. Okay? Ou bien, si, c'est borné parce que de toute façon, ici, je pourrais prendre, si, même P est borné. Okay? PU a été calculé en prenant tous les points, toutes les distances entre les points, toutes carrées, en prenant la plus longue. Okay? Ça, c'est la bonne borne, ou en faisant toute la somme, en fait. Bon, alors, PU a été calculé, ces bornes ont été calculées, donc tout le problème maintenant est borné. Il y a juste ces deux produits des variables, mais il faut voir que P et Y sont des variables continues, tandis que X, c'est des variables 0,1. Donc, j'ai des produits de variables 0,1 par des variables continues bornées. Alors, ça se résout. En fait, il y a des termes linéaires par ajout de variables qu'on peut ajouter au problème et pour enlever, en fait, le produit. Okay? Je vous montre juste comment faire avec des variables continues qui sont 0,1. Imaginons donc que les YJ sont juste 0,1, okay? Pour simplicité. Alors, si c'est 0,1 et X est 0,1, je m'occupe de comment traiter le terme XY. Okay? X scalaire, Y scalaire pour le moment. Oublions le problème, juste focalisons-nous sur ce sous-problème. Okay? Donc, si vous regardez ici et vous dites, bon, je le remplace par une variable ajoutée z, okay? Même continue, je dis z égale xy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit z égale 0, si x est 0, soit z égale y. Donc, en fait, c'est une disjonction entre deux termes linéaires. Et cette disjonction, on la peut faire linéairement, okay? Comme ça. Je vais sandwicher z par moins x et y moins 1 moins x et y plus 1 moins x. Voyons qu'est-ce qui se passe. Alors, x peut être 0 ou 1. Donc, il nous suffit de remplacer x ici avec 0 et avec 1 et voir ce qui se passe avec le z. Si x est 0, on devrait avoir z égale 0. Okay? Alors, z est dans 0,1 continu. Si je mets x ici, j'ai y moins 1 plus petit que z, plus petit que y plus 1. Okay? Et ici, j'ai 0 plus petit que z, plus petit que 0. Alors, évidemment, entre les deux contraintes, celui-ci, il est plus contraignant, puisque ça dépend de rien. Donc, ça dit z égale 0. Et tout ce qui se passe ici, c'est que si je mets z égale 0, y moins 1 et y plus 1, étant donné que y est entre 0 et 1, est toujours valide. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si x égale 0, on est bon. On a z égale 0. Si x était égal à 1,
on aurait 1, moins 1, 0, et 1, moins 1, 0. Et ici, on aurait moins 1 et 1. Donc, z, moins 1 et 1, c'est évident, parce que z est entre 0 et 1. Donc ça, on ne le regarde même pas. Mais ici, on a y plus petit que z, plus petit que y, qui veut dire y égale z. OK? Donc, on a transformé ces produits des variables 0, 1 et continu juste de manière linéaire. On peut le faire aussi avec des bornes arbitraires. Bon, alors on transforme tout, on ajoute toutes les variables z dont on a besoin et on retient quelque chose qui rassemble beaucoup à un Mixed Integer Nonlinear Program, sauf qu'il y a encore la contrainte convexe. Mais ça, c'est vraiment pas trop énervant, dans le sens que là, on a la relaxation. Donc, si on change les contraintes d'intégralité avec des contraintes type entre 0 et 1, on a une relaxation continue qui est un NLP, un non-linear program, donc un programme non linéaire, mais convexe. Okay? Donc, il suffit de démarrer n'importe quelle méthode de Newton et on va trouver l'optimum global. Et c'est pour cela que cette forme de problème est beaucoup plus efficace à résoudre. Bon. Alors, maintenant, je passe, en vous ayant donné quelques éléments de clustering, donc une méthodologie d'apprentissage non supervisée. Je vais vous dire maintenant comment faire si vous avez besoin de transformer un graphe dans un vecteur, okay, selon proximité. Le problème est le suivant. Il s'appelle Distance Geometry Problem. Étant donné un entier K qui joue le rôle de la dimensionnalité de l'espace, okay, dont on cherche de trouver les vecteurs, et un graphe pondéré sur les arêtes, donc D est une pondération des arêtes non négative. Trouver une immersion X des ensembles des sommets dans l'espace euclidien R à la K, tel que toutes les distances données matchent exactement aux distances euclidiennes entre le point que j'ai choisi pour représenter mes nœuds du graphe. Okay? Donc, autrement dit, j'ai un graphe pondéré. Donc, il y a des arêtes qui y sont, il y a des arêtes qui manquent. Donc, c'est juste un graphe, peu importe quel graphe. Et je veux regarder chaque arête comme un segment. Et je veux trouver des segments dans l'espace euclidien, des longueurs données égales à la pondération de l'arête, et de telle sorte que toutes les positions matchent parfaitement quand il y a un seul sommet qui est adjacent à tout un tas d'arêtes. OK? Donc, je vais représenter les arêtes comme des segments. Voilà. Et tout doit être cohérent. Ça pourrait effectivement résoudre. Disons que vous avez un graphe énorme, OK? Un graphe démo. Un graphe démo tiré d'un document dans un corpus. OK? Similarité sémantique de mots, ce que vous voulez. Ça serait utile à la place d'avoir des inputs qui sont dans R à la n carré, n nombre de mots, qui peut être considérable. Il serait bien d'avoir par exemple k égale 3, k égale 5, k égale 10, petit. Alors, si vous pouvez résoudre même approximativement ce problème-là, vous avez une représentation dans un espace euclidien de cette taille de toutes les bags of words, des vecteurs qui représentent des bags of words dans votre méthode d'apprentissage sur les mots. Okay? Pourquoi je me suis intéressé à ce problème? Pas du tout pour le machine learning. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a assez peu de temps. Je me suis dit, mais tiens, comment est-ce qu'ils font Google à transformer les bags of words dans des Google Vectors? Et je n'ai toujours pas de réponse. Je ne sais pas. Hein? Alors, je me suis dit, comment est-ce que je ferais moi? Moi, j'ai quelque chose que je peux utiliser. Parce que j'avais appris tout un tas de notions sur ce problème, Distance Geometry Problem, depuis des années. Pourquoi? Parce que je m'intéressais à d'autres problèmes. Alors, je vous montre 3. En fait, il y a 5 applications phares dans l'ingénierie de ce problème-là. « 2h43. À quelle heure j'ai commencé? 2h10. Ça fait 30 minutes que je parle. Oh, merde. Mais c'est trop. J'ai entendu un soupir dans la salle. Je me suis dit, non, mais là, il faut que je me calme, quoi. Bon, alors, il y a des applications dans toutes les dimensions.
Celle que je suivis le plus, c'est celle-ci. Okay? Molecular structure from distance data. Vous avez, j'ai pas de, si. Voilà, vous avez un atome et vous pouvez calculer donc d'une protéine. Okay? La protéine ne cristallise pas, donc vous ne pouvez pas utiliser X-ray crystallography. Vous devez juste vous démerder avec la nuclear magnetic resonance, qui est en fait qui mesure des distances. En fait, non, ça ne mesure pas des distances, ça mesure des choses beaucoup plus complexes. Ça mesure une distribution de probabilité des triplettes formées de nom de l'atome adjacent numéro 1, nom de l'atome adjacent, pas nom, le catégorie. Si vous avez 3 hydrogènes, vous n'avez pas H1, H2, vous avez HH, ok? Donc il y a de l'ambiguïté. C'est ce que ça mesure le Nuclear Magnetic Resonance. Vous avez triplettes, des atomic label et distance, ok? Et là, vous avez la probabilité, donc la grandeur de la mass spectrometry faite sur cet espace-là. Et donc, après, vous reconstituez un graphe pondéré. Okay? Ce graphe pondéré décrit les distances connues d'une protéine. Et le problème se pose, comment est-ce que je fais à repérer la structure de la protéine, puisque c'est la structure de la protéine qui est utile aux pharmacistes, enfin, aux virologistes, etc. etc. Okay? Donc, je vous épargne beaucoup de détails sur ce problème-là. Il y a juste un truc que je veux dire. Plusieurs applications différentes requièrent l'identification d'un nombre de solutions différents. Si par exemple vous êtes en train de reconstituer un réseau mobile inconnu, parce que c'est une des applications, okay, les deux téléphones, enfin vous avez des téléphones portables ou des capteurs, des trucs comme ça portables, deux téléphones portables qui arrivent en proximité peuvent s'échanger des données en modalité pair à pair. Okay? Et en mesurant la quantité de batteries utilisées pour ces échanges, peuvent quantifier la distance euclidienne entre les deux. Donc, vous avez certains senseurs qui sont trop loin, et donc il n'y a pas de pair à pair. Et donc, vous avez des graphes pondérés, encore une fois, qui vous donnent la position, potentiellement, si vous pouvez la reconstituer, la position de tous les réseaux, de tous les téléphones portables dans un bureau, dans un espace, ou des capteurs parachutés dans une zone de guerre, ou des trucs comme ça. Okay? Et donc là, vous cherchez une seule solution, puisque si vous trouvez plus d'une solution, vous ne savez pas laquelle est bonne. Mais si vous parlez des protéines, en fait, il y a des isomères. Okay? Donc la même formule atomique peut vous donner une protéine qui va un peu à gauche et un peu à droite. Okay? Et la protéine qui va un peu à gauche, c'est la médecine que vous cherchez. Celle qui est un peu à droite, c'est un poison incroyable qui vous tue si vous les sniffez un peu. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à ces choses-là. Et donc, il vaut mieux trouver toutes les solutions qui sont compatibles et les donner toutes aux pharmacistes. Donc, il y a des applications pour lesquelles il faut une solution, donc bien définie. Et il y a des applications pour lesquelles la ill definition, c'est essentiel. OK? OK. Alors, il y a beaucoup de façons de résoudre ce problème de manière approchée et précise. Là, par exemple, une des plus faciles, c'est de donner ce problème-là sans contrainte à un solver et par exemple de faire des multistars. Le solver pourrait être un solver local, donc on initialise les valeurs x, u et xv. Et puis, on fait une descente locale, on trouve un optimum. Si l'optimum est 0, on a résolu le problème, puisque si la somme de tous les carrés des différences carrées est 0, alors on sait que toutes les contraintes ça égale à ça ont été respectées. Si c'est plus grand que 0, vous retirez par hasard d'autres valeurs de début de x, u, xv, et vous refaites une descente locale, et ainsi de suite. Vous gardez la meilleure. Ça, c'est un multistar très facile à implémenter. Si on arrive à 0, on a trouvé une solution. Oui. Elle n'est pas forcément unique. Elle n'est pas forcément unique. Ça dépend de la structure du graphe. Par exemple, si tu as tous les arêtes, elle sera unique. Sauf translation et rotation, bien sûr. Parce que ça... Je vous invite à voir que la forme fonctionnelle, elle a l'air convexe, mais elle n'est pas convexe dans les variables de décision. Okay? C'est une différence des carrés, mais ce n'est pas une différence des carrés dans les variables de décision, parce que les variables de décision sont en fait renfermées dans cette autre fonction. Donc en fait, c'est un polynôme de 4e degré, okay? Et il est fortement non convexe. Bon, après, il y a d'autres formulations possibles. Et une chose que vous pouvez faire, c'est tirer de relaxation.
Relaxation, c'est-à-dire que vous ne tirez pas nécessairement une solution, mais vous tirez une borne inférieure et vous pourriez utiliser cette borne inférieure dans des algorithmes un peu plus complexes, comme par exemple branch and bound. Okay? Donc, c'est une aide algorithmique à la solution. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette reformulation-là, okay, et dire, bon, ok, je linéarise tout ce qui est non linéaire. Alors, linéariser, ça veut dire remplacer quelque chose de bilinéaire avec une variable nouvelle, comme on l'a vu dans la reformulation du MSSC. Okay? Alors ici, ça, je peux la réécrire de cette façon. Okay? Ça, c'est des vecteurs xi et xj, c'est la position vectorielle du sommet i et j. Okay? C'est des vecteurs, donc on prend la norme des deux et on tire le double produit entre les deux, donc xi scalaire produit xj. Et ça, c'est la même chose. Okay? Ça, c'est la contrainte du problème. Alors, je linéarise ça, ça et ça, avec des variables nouvelles, x, grand xi, grand xj, grand xij. Okay? Donc, je forme une matrice des variables grand X. Okay? Alors, cette matrice a cette propriété. Okay? La matrice peut se décomposer. Vous savez, le facteur d'une matrice, qu'est-ce que c'est? Prenez une matrice carrée et vous voulez l'écrire comme produit de deux autres matrices carrées, qui soit l'une le transposé de l'autre. Okay? Donc ça, c'est factoriser une matrice. Et bien ici, les facteurs de cette matrice sont des rangs 1. X, okay? En fait, non, c'est des rangs K, pardon, rang K. X, c'est une suite de n vecteurs dans l'espace RK. Okay? Donc ça, c'est des matrices rectangulaires. Okay? Celle-ci sera colonnaire et celle-ci elle sera plus comme ça. Okay? Donc si vous faites le produit comme ça et comme ça, vous tirez une grande matrice n, comme ça. Okay? Et ça, c'est sa factorisation. Alors ce que ça dit, c'est que la factorisation de x peut avoir rang k. Okay? La factorisation, le rang de la factorisation est égal au rang de la matrice factorisée. Et donc du coup, ça c'est une contrainte des rangs. Okay? Le rang de cette matrice est k. Alors, nous, on va relaxer ce contrainte des rangs, okay, qui est non convexe et qui est très difficile à traiter, par biais du fait qu'on dise, voilà, je peux factoriser la matrice. Je m'en fiche du rang, mais je peux factoriser la matrice dans les champs réels. Parce que si vous voulez factoriser une matrice dans les champs réels, il faut bien que toutes les valeurs propres soient non négatives. Okay? Donc ici, je dis, bon, je relaxe tout ça, comme en disant x moins cette factorisation doit être semi-définie positive. Alors ça s'appelle le complément de Schur, okay? Et ça peut s'écrire comme ça. Donc ici, vous avez x, petit x qui apparaît. Mais si vous regardez ces contraintes-là qu'on va utiliser, le petit x n'apparaît nulle part, donc il suffit juste de considérer le grand x. Donc on va demander que grand x soit semi-défini positive. Et voilà, on obtient un problème comme ça, qui est un semi-definite programming. On a des contraintes linéaires sujets à une contrainte semi-définie positive. Ça, c'est une contrainte conique. C'est-à-dire que cette matrice X, cette matrice des variables de décision, appartient à un cône. Okay? Donc, si on a deux solutions, la somme non négativement pondérée de ces deux solutions est aussi une solution. On est libre de choisir la direction. C'est-à-dire que nous, on serait bien si X, la solution, avait rang K. Et ça, c'est extrêmement difficile à obtenir. On va se contenter d'avoir des formes heuristiques de la fonction de coût. Okay? Une fonction possible, c'est ça. Une forme possible, c'est ça. Mais pour des problèmes différents, il y a des formes, des fonctions de coût différentes. Bon, alors, sautons sur l'ultérieure relaxation diagonal dominant. Et passons... Oui. Le problème de la programmation le modèle de programmation mathématique du problème résolu par K-means, c'était effectivement un problème convexe où la contrainte convexe était quadratique. Oui. Oui, alors, bonne mine si tu veux. Bonne mine est gratuit. Ciplex si tu as accès à Ciplex. Gurobi si tu as accès à Gurobi, oui, pourquoi pas. Mais tu verras que tu ne pourras pas vraiment résoudre des grandes instances, de toute façon. Okay? Donc, il y a quand même un besoin d'heuristique.
il y avait quand même des variables 0,1. Hein. Donc, ce n'est pas juste quadratique continu. La relaxation est quadratique continue. Oui, voilà, donc ça prend du temps. Alors, le problème, par exemple, de Google Vectors, de Word Vectors produits par Google ou par d'autres, c'est qu'ils comptent 300 dimensions. Vous pourriez dire, 300 dimensions, aujourd'hui, c'est rien. Et puis, peut-être on a besoin des 300 dimensions pour représenter toute la complexité des mots en relation avec leurs voisins, en moyenne, surtout Wikipédia. Ah ben, c'est possible. Par ailleurs, si vous utilisez une méthode basée sur des distances, comme par exemple K-means, c'est basé sur des distances euclidiennes. Si vous prenez une méthode basée sur des distances euclidiennes et vous faites un algorithme basé sur cela, avec beaucoup de dimensions, et beaucoup, c'est en fait beaucoup moins de 300, vous allez tomber sur probablement sur des solutions qui n'ont rien à voir. Donc, vous partez d'un certain clustering, vous tombez sur un clustering réputé optimal qui est complètement différent d'un autre. Okay? Donc, vous répétez K-means 5 fois et vous obtenez 5 clusterings qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est des améliorations du premier que vous avez tiré au sort, mais c'est tout. Et ça, c'est extrêmement gênant. Mais c'est quelque chose dont on ne peut rien faire. Okay? Il y a un résultat très profond et très fondamental qui parle de plus proches voisins. Okay? Vous avez un nuage de points et un point sélectionné. Okay? Et vous voulez calculer le plus proche point et le plus loin point dans tout le nuage à ce point donné. Ça, c'est un problème fondamental qui sert à K-means, mais qui sert à beaucoup d'autres choses. Okay? Alors, vous pouvez transformer toutes les notions nécessaires à définir le KNN, K-nearest neighbors, dans un setting de statistiques et probabilistes en remplaçant tout symbole avec une variable aléatoire. D'accord? Donc, plus ou moins, c'est ce que les auteurs de cet article font. Donc, ils définissent la distance minimale et maximale du point donné, okay, dans le nuage de points. Donc, le plus proche neighbors est le plus loin. Et cette M, c'est un paramètre qui monte. On prendra la limite dans M qui va vers l'infini. Et M, c'est librement interprétable. Mais une interprétation possible, c'est d'affecter à M la dimension. Donc, M est une dimension qui monte. Alors, vous savez que si vous prenez, par exemple, la diagonale d'un carré, la diagonale d'un segment, c'est 1. Après, la diagonale d'un carré, c'est 1,41. La diagonale d'un cube, c'est 1,73. Et après, d'un cube en 4 dimensions, c'est un peu plus. Mais toutes les fois que vous augmentez la dimension, la distance de cette diagonale, qui est toujours le même concept, disons, augmente beaucoup moins, un peu moins. Et après, quand vous êtes entre la 300e dimension et la 301e, je parie que cette différence entre la distance de la diagonale va être de l'ordre de, je ne sais pas moi, sur la 6e chiffre décimal. Okay? Et pourtant, c'est une augmentation des dimensions. Il y a toute une direction nouvelle où on pourrait fourrer des choses et des objets. Okay? Il y a beaucoup de volume qui est ajouté, apparemment, mais les distances ne veulent l'incrémentation des distances n'est pas aussi considérable sur la diagonale. Eh bien, ces résultats prouvent en fait que si cette distance converge, donc si ça ne va pas à l'infini, okay, il suffit juste que ça converge, alors les plus proches et les plus loin points sont plus ou moins à la même distance. Quand on perd de la résolution sur la distance ne nous dit plus rien. Okay? Et donc, le résultat, c'est vraiment que la limite de la probabilité d'avoir une distance maximale presque le même que la distance minimale, presque à epsilon près, elle est de 1. Okay? C'est almost true. Okay? En fait, ça détruit beaucoup d'algorithmes pour les grandes dimensions. Mais il y a des cas où ça s'applique et il y a des cas où ça ne s'applique pas. D'abord, c'est un résultat statistique et probabiliste. C'est-à-dire tous les argumentaires sont probabilistes. Okay? Donc, ça s'assume que votre nuage de points, c'est donné par une distribution. Peu importe la distribution. Ce n'est pas une distribution figée.
peu importe la distribution. Mais ça doit être donné par une distribution. Si vous avez des données très précises où il y a, je ne sais pas, une forme géométrique carrée ici, et puis un petit nuage de points là, et quelque chose d'autre, peu importe la dimension, vous trouverez toujours des séparations. Okay? Mais si vos données sont non structurées, il y a beaucoup d'erreurs expérimentales, il y a beaucoup de choses comme ça, alors il y a des chances que votre K-means ne soit pas vraiment apte à traiter les grandes dimensions. Okay? Et si vous avez des vecteurs à n 10 000, forget it. La taille critique, selon les écrivains de l'article, c'est 15. 15. C'est mauvaise nouvelle, hein? 15. Alors, je ne sais pas exactement, ça dépend de vos données. Hein? Mais si vous prenez... effectivement, moi, je fais ces tests avec les Google Vectors, les Word Vectors, 300, et j'ai obtenu 15 exécutions de K-means et 15 clustering complètement différents, Alors, par exemple, ici, si vous tirez, voilà, ça c'est des cas dont je vous ai déjà parlé, si vous tirez les données des distributions. Alors, quand vous pouvez rester tranquille si vous avez une dépendance linéaire complète dans toutes les distributions. Et ça veut dire que vous pouvez découper tout et vous pouvez exécuter m fois K-means sur une seule dimension. Okay? Donc, si vos données sont comme ça, bon, on s'en fout. Vous pouvez, non, ça, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire là. Oui, là c'est le cas important, ça c'était un point un peu technique, hein. Mais ça c'était le point important si vous avez déjà des données bien structurées, ok? Donc si vraiment, c'est pas vraiment une distribution, c'est deux données, c'est structuré, vous voulez juste identifier les clusters, mais les clusters ils sont, ok? Voilà, et sinon si vous avez implicitement une dimensionnalité très, très petite, donc par exemple vous avez des cylindres, donc vous avez les données sur un plan, et puis vous avez des cylindres qui vont partout dans toutes les autres dimensions. Là aussi, c'est facile. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de dimensions? On projette. Okay? Il y a des méthodes de projection. 10 minutes. Il y a des méthodes de projection que tout le monde devrait connaître. Multidimensional scaling and principal component analysis. Okay? Je vois des têtes faire oui, donc je vais peut-être sauter dessus. Je vais vous parler d'une méthode que peut-être pas tout le monde connaît. Les projections aléatoires. Et je saute dessus la première aussi. Voilà, le Johnson-Lindersdorf lemma. Okay? Alors, imaginez d'avoir les points, vos données, organisées par colonne. Okay? Colonne 1, 2, 3, et vous avez 100 000 colonnes, donc 100 000 points, dans un espace R 3 millions. Okay? Typiquement, par exemple, des images pourraient être comme ça, 5 000 images. Okay? Si c'est des films, c'est encore plus grand dans la dimension. Okay? Et vous voulez faire du clustering. Remarquez que, par exemple, Google Images vous permet de voir les clusters de la page que vous avez sélectionnée. En haut, ils vous mettent une ligne avec toutes les thumbnails des images typiques qui apparaissent dans la recherche. Okay? Et ils font ça en 1 nanoseconde. Ce serait impossible s'ils considéraient 3 millions de points à chaque fois. Okay? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est votre matrice de départ. Donc, A1 jusqu'à AN, c'est les images, okay? En vecteur. Okay? Vous pré-multipliez par une matrice très grasse et très basse. Okay? K ligne et M colonne. Okay? Et ça, c'est M colonne et N ligne. Donc, vous en tirez une matrice de N colonnes et K lignes. Okay? Alors, cette matrice-là, pour le moment, supposons qu'elle existe. Okay? On ne sait pas comment faire, mais supposons qu'elle existe. La matrice magique. Okay? Alors là, c'est beaucoup plus facile de faire K-means. Okay? Si K est plus petit, est vraiment plus petit, ça nous aide beaucoup. Alors K, il se trouve qu'on peut le choisir très petit. Okay? L'epsilon, on l'oublie pour le moment. On peut le choisir de log de n. Okay? Si vous avez 3 millions et 100 000, on pourrait avoir K à la place de 3 millions, logarithme de 100 000.
vraiment très petit. C'est précieux. On peut espérer que le clustering sur A' donne un clustering approché, mais suffisamment proche au clustering sur A. OK? Alors, comment est-ce qu'on fait à prendre cette matrice que j'appellerais T? Okay? Cette matrice est une matrice aléatoire. Elle s'appelle Random Projector, un projecteur aléatoire. Okay? Et on tire une manière de faire, ce n'est pas la seule, mais une manière de faire, c'est que chaque composante est independently distributed sur une distribution normale avec moyenne 0 et variance 1 sur K. 1 sur K. OK? 1 sur K, c'est le scaling. C'est pour avoir la même échelle dans la matrice de départ et la matrice de résultat. OK? Et puis, à la place de considérer les points dans A, on considère les points dans A'. OK? Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec probabilité 1, probabilité qui tend vers 1, exponentiellement vite. Qu'est-ce que ça veut dire exponentiellement vite? Ça veut dire qu'il y a un asymptote du type 1 moins exponentiel d'un truc négatif qui dépend de la dimension qui monte. Okay? Donc, vous vous rapprochez de 1 assez vite, okay? Avec la dimension qui monte. Vous avez ce résultat que pour tout paire des colonnes, la norme euclidienne des colonnes projetées est sandwichée par 1 moins epsilon de la norme originale et 1 plus epsilon de la norme originale. Okay? Alors, epsilon compte comme 1 sur epsilon carré. Donc, il faut faire gaffe. Si vous voulez 0.0001, ça va devenir 1 million fois le logarithme n. Mais même 1 million fois le logarithme de... par exemple, si vous avez des films ici, 1 million fois le logarithme de 100 000, le logarithme de 100 000, c'est quoi? 30? Tous les logarithmes sont 30 de toute façon. Donc, 30 millions, à la place d'avoir peut-être plusieurs milliards. OK? Voilà. Alors là, c'est comme si on prenait si vous voulez, ce type d'inégalité. Okay? Ce type d'inégalité vous rappelle une congruence. Congruence? Comment est-ce qu'on dit congruence? Congruence? Mamma mia, c'est difficile. Congruence. Alors, c'est comme s'il y a une congruence entre les A' et les A. Okay? Donc, si epsilon était 0, ce serait égal. Okay? Là, il faut le voir comme, bon, le A' est comme le A, mais après rotation. Parce qu'une fois, je disais, ah oui, roter. Il faut roter les arbres, il faut roter les nuages de points. Et en italien, ça sonne très bien. Ruotate, parce que nous, on a deux verbes différents pour ruotare, faire la rotation, et ruttare, roter. Et donc, je dis devant 200 élèves, vous rotez l'arbre noir et blanc, vous rotez à droite, vous rotez à gauche, et il y a 200 paires d'yeux qui qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est comme faire une rotation et des translations, okay? si epsilon était égal à 0. Par ailleurs, égal à 0, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des points en 3 dimensions, les projeter et avoir une congruence. C'est impossible. Okay? Mais si vous permettez un epsilon d'approximation, c'est impossible en 3 dimensions à 2, mais c'est possible de 3 millions de dimensions à 1200. Okay? Ça devient possible. C'est bizarre. Ça, c'est un des trucs très, très bizarres de la géométrie des autres dimensions. On ne se rend pas compte. Comme l'autre résultat sur la résolution des distances. Si vous voulez, moi je le vois un peu comme deux résultats opposés. Il y a un résultat qui dit, je peux perdre magiquement 1 million de dimensions et rien ne se passe, c'est juste un epsilon. Ah ben génial. L'autre résultat me dit, dans toutes les dimensions, de la 1200 à la 3 millionième, vous ajoutez une dimension et tout ce qui se passe, c'est un epsilon en fait. Il n'y a pas vraiment une façon de voir vraiment si la distance a changé. Ça parle les deux techniques d'épreuve sont complètement différentes. Je ne vois pas comment les rapprocher, mais ça parle de la même chose. Ici, il semble qu'on projette des dimensions qui n'avaient pas de résolution. Mais attention, il y avait de l'information. Il n'y avait pas de résolution. On n'était pas capable de voir la résolution. Donc, dans cet epsilon, il se pourrait qu'on cache beaucoup d'informations précieuses. Donc, ça, ce n'est pas une méthode magique. Ça semble magique. Mais mathématiquement, c'est magique. Mais si vous appliquez ça à des données, vous
peut-être vous allez perdre beaucoup d'informations. Et il n'y a pas de manière de savoir quelles dimensions sont plus importantes. Si, il y a d'autres manières que je n'ai pas présentées. C'était Principal Component Analysis. Donc, si vous voulez trouver les dimensions vraiment importantes et garder, voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez projeter d'autres choses. Okay? Mais si vous projetez aléatoirement, il n'y a pas vraiment façon de choisir simple les dimensions qu'on veut garder. Et donc, du coup, ça devient un peu bizarre, cette dualité que je perçois. Ce n'est pas une dualité mathématique. Je perçois entre le manque de résolution des distances et la projection aléatoire semi-magique qu'on a vue ici. Bon, de toute façon, je ne vais pas démontrer rien ici. Je n'ai pas le temps. Je vous dis que j'ai fait un test comme Google avec un peu ce que Google Images fait quand il nous présente la clusterisation de la recherche sur les images. Là, je vais chercher spaghetti code. Okay? Il y a beaucoup de trucs qui sont très compliqués, puis il y a aussi des spaghettis. Donc, je l'ai fait comme ça, avec Mathematica, et j'ai tiré ce clustering. Donc, beaucoup de trucs étaient effectivement appropriés. Et il y avait un truc qui était différent, celui-là, et deux qui étaient différents, celui-là et celui-là. 0,4 secondes pour juste une dizaine d'images. Évidemment, ça ne va pas. Google ne pourrait pas exister à ce terme-là. Par ailleurs, si je le fais avec les random projections, je trouve exactement le même clustering avec 0,002 secondes. Okay? Donc ça, c'est des comptes que j'ai fait il y a longtemps, donc pas mal. Et vous pouvez faire, alors ça, il n'y a pas encore une théorie qui soutienne ça, mais j'ai testé et ça marche. Donc si un truc marche systématiquement, il y a peu de chances que ça par chance. Mais vous prenez la formulation de MSSC que je vous ai montré, okay, et vous projetez les données. Voilà, donc vous appliquez la random projections à la formulation elle-même. Et bien, vous allez obtenir des optima qui sont approximativement comme les optima des données réelles. Et ça aide beaucoup parce que ici, la croissance de l'efficacité, en fait, de la difficulté computationnelle, c'est exponentielle. Okay? Donc, ça aide beaucoup. En fait, j'ai dit, il n'y a pas de support théorique à ça. Il n'y a pas de support théorique parce qu'ici, il y a des non-linéarités. Mais si vous prenez les linear programs, en fait, on a su démontrer qu'en fait, sur les LP, on peut projeter la matrice de contraintes et obtenir des résultats approchés, et en faisabilité et en optimalité. Et on a su le faire aussi pour des programmes quadratiques assez simples d'un type borné un peu spécifique, et avec des extensions coniques de la programmation linéaire. Voilà. Alors, je viens à la fermeture de mon discours, finalement. Je vous donne une liste de mes références, puisque je me sens très important. Et je pourrais prendre des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? Pas de questions par rapport aux méthodologies. Moi, j'en avais une sur... finalement, tu as présenté une des méthodes comme finalement quelque part une méthode inverse, récupérer les points à partir des distances. Je me posais la question si on pouvait, en pratique, sur certaines applications, se retrouver... Alors, tu as montré une application avec les molécules, mais se retrouver sur des systèmes pour lesquels il n'y a pas de solution. Oui. Donc les distances, enfin le paquet de distances données ne correspond à aucun set de points dans l'espace d'origine. Alors je peux te donner une réponse mathématique et ingénieristique. Laquelle tu préfères? Je ne sais pas, celle que tu préfères, les deux. Les deux. Alors mathématiquement, il y a peu de chances que tu trouves une solution de toute façon parce que tu as un espace euclidien RK et tu veux chercher l'intersection de M manifolds, de M surfaces dans cet espace. Okay, les surfaces prennent un volume 0. L'intersection des M surfaces à volume 0, c'est un volume 0. Et donc, du coup, si tu trouves, trouver par chance, par exemple, une solution, ça n'arrive jamais. Okay? Ça, c'est la réponse mathématique. Ingénieristiquement, je te dirais que ce n'est pas vraiment ça le problème qu'on résout. Ça, c'est un problème abstrait qui fait de modèles. Okay? Des problèmes c'est en fait un problème mal posé. Alors.
Non, non, mal posé, ça veut dire autre chose. Un problème est bien posé quand il y a une solution unique dans la nomenclature mathématique. Et donc là, effectivement, c'est mal posé. Dans le sens de la protéine, la malposition, elle est précieuse parce que ça nous aide à trouver toutes les protéines qui collent avec une certaine formule. Okay? Mais c'est mal posé, mais ce n'est pas exactement ce que tu voulais dire. Alors, le problème n'est pas mal posé. Un problème qui est dans l'espace réel, de toute façon, on ne le résout pas en pratique, okay? Parce qu'on a accès qu'à des nombres flottants. Okay? Donc déjà, ce que je dis de la probabilité 0 dans les champs des réels n'est pas la même chose dans les champs des flottants. Okay? Donc, mais ce n'est pas ça le problème qu'on résout. En vérité, dans les problèmes, dans les applications, on résout un problème plutôt comme celui-là. Et là, du coup, tu as droit à faire des erreurs. Et tu veux minimiser la somme des erreurs carrées. Et ça, c'est beaucoup plus utile pour faire… Je dirais que même ça, les linéarisations et les SDP, ça te permet quand même de… Alors, tu n'as pas une solution parce que tu as une matrice n fois n à la place d'avoir une matrice n fois k. Okay? Mais après, tu peux effectivement chercher de faire de la projection des dimensions, donc de réduire la dimensionnalité et de prendre, par exemple, les cas principales directions. Okay? Là, tu fais ça et tu te contentes, par exemple, de la solution que tu as. D'habitude, ce que je fais, c'est je résous ça, je fais une projection en k dimensions de la solution et puis après, je lance une descente locale. Donc, je m'approche du point le plus proche à la vraie solution, si tu veux. Donc, il y a des façons de faire pour effectivement appliquer ça à des cas réels. Les autres applications, tu nous en as montré qu'une seule. C'était lesquelles sur lesquelles tu as travaillé? Alors moi, j'ai travaillé que sur ça. Mais les autres, alors il y a une application sur une seule dimension. C'est, on a un réseau d'ordinateurs et on veut faire des protocoles pour synchroniser les ordinateurs. Okay? Alors, les réseaux dont on parle, ce n'est pas des réseaux à grande bande passante, c'est des réseaux extrêmement fragiles, parachutés en zone de guerre, encore une fois. Et donc, on n'a pas le droit d'envoyer tous les timestamps. C'est trop coûteux. Okay? Donc, on envoie une différence de phase, une différence de temps. Okay? Entre toutes les différences de temps, je peux recueillir tous les ordi ont toutes les différences de phase, puisque c'est un réseau connexe. Okay? Et après, chaque ordinateur doit calculer le temps absolu. Okay? Donc, il y a seulement un ordi qui transmet les temps absolus, les autres juste une différence de phase. Et avec cette seule ordi en temps absolu et les différences de phase, on peut résoudre un problème en une dimension. Okay? On cherche différence temps d'ordinateur I moins temps d'ordinateur J, norme égale différence de phase. Okay? Ça, c'est la suite des contraintes qu'on utilise. Donc, c'est juste le même problème avec k égale 1, donc une seule dimension. Okay? Il faut quand même, on a besoin que le problème soit bien défini. On ne veut pas plusieurs solutions dans ce problème-là. Et donc, il faut suffisamment d'arêtes. Donc, il faut suffisamment de différences de phase. Et sur cette application-là, l'idée, c'est de remettre à la même heure tous les autres ordinateurs par rapport à celui qui a été désigné comme celui qui est le plus certainement à l'heure absolue. Oui. Il y a une transmission efficace. Donc, il y a moins de bits transférés sur le réseau qui est extrêmement fragile et doit être utilisé juste pour la récupération des données. Donc, ça minimise le bit nécessaire de transfert pour synchroniser. Et la seconde application? Alors, Sensor Network Localization, c'est ce que je disais avant. Si vous avez un tas de cell phones ou autres senseurs capables d'échanger pair à pair, on peut vous repérer puisque les senseurs pair à pair fournissent une différence euclidienne sur les plans, d'habitude sur les plans, okay, en 2 dimensions. Et donc après, si on a suffisamment de ces différences, de ces distances euclidiennes, on peut repérer la configuration de points qui correspond mieux à ces distances. Alors, le quatrième, c'est un peu en 3 dimensions. C'est le fait que sous l'eau, il n'y a pas de GPS possible. Okay?
Donc, on a de sonar, des pings, et si on est trop loin, on n'entend plus ou c'est pas trop précis. Donc, on a une suite, une flotte de sous-marins qui sont autonomous. Donc, par exemple, dans le golfe du Mexico, quand ils cherchaient de réparer la fuite de pétrole, ils envoyaient des drones sous-marins pour chercher de coordonner la flotte. C'était un cauchemar. Donc, il faut que les sous-marins ne soient pas guidés les uns sur les autres et qu'ils ne soient pas guidés sur les fonds, etc., etc. Donc, le ping peut aider, mais si le contrôleur en haut connaît l'exacte position de tous les sous-marins, il peut coordonner encore mieux. Et bon, Distance Matrix Completion, c'est un autre problème abstrait qui permet de résoudre bien d'autres problèmes au-delà. Moi, j'ai deux petites questions vite fait. La première, c'est, je sais qu'on aime bien quand on fait de l'optimisation de se retrouver dans des ensembles convexes. Dans quelqu'un, on a pas mal de méthodes à appliquer. Mais j'ai pas bien compris, dans toutes les optimisations que tu as présentées, on est dans des espaces euclidiens. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses qu'il y a un avantage à en profiter du fait que on a la relation d'Euclide entre 2 points, et donc quelqu'un on essaie d'optimiser. Et puis la deuxième question vite fait, c'est une fois une fois que tu as linéarisé tout ce qui est non linéaire, est-ce que tu as eu l'occasion de creuser, notamment sur ce type de formulation mathématique, de nouvelles coupes pour essayer d'accélérer un petit peu le temps de convergence? Je ne sais pas si tu es fan de l'optimum ou pas. Alors, pour la première question, alors, espace euclidien. Si tu veux dire que la norme utilisée est euclidienne, je connais mieux la norme euclidienne que les autres, mais il y a beaucoup de gens qui résolvent ce problème-là avec des normes infinies, des normes 1. Donc, il y a toute une série de normes, même les pseudo-normes non convexes ont de la place. Enfin, je veux dire, je suis attaché, parce que je la connais mieux, à la norme euclidienne, mais le même problème se poserait avec n'importe quelle norme. De toute façon, la même... C'était plus par rapport à la difficulté. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de considérer la norme euclidienne relativement aux autres? Non, en général, non. Alors, disons comme ça, si on prend la norme 1 et la norme infinie, on peut les linéariser. Donc, la norme 1 et la norme infinie sont des normes piecewise linear. Et donc, moyennant l'ajout, parfois, ça dépend où ça apparaît, mais moyennant l'ajout de variables entières, 0, 1, pour choisir la pièce linéaire active en ce moment, on peut tout linéariser. Donc, on terminerait avec un MILP. Okay? Et on a aussi des bornes entre la norme euclidienne et la norme 1 et la norme infinie qui nous aident à voir si l'approximation est bonne. Alors, d'habitude, ces bornes-là entre les normes, elles fournissent des approximations très mauvaises au pire des cas. En pratique, ça peut aller assez mal. Mais le fait que, je veux dire que l'optimum, si je remplace là avec la norme 1 ou infinie, okay, je tire des MILP et la solution que j'obtiens pourrait être arbitrairement mauvaise du point de vue de la norme 2. Mais la norme 2, s'il y a un significat, enfin c'est l'application qui vous fournit le significat. La norme est typiquement un gauge qui est choisi par l'utilisateur. Okay? Là, il y a des modèles. Je pourrais les avoir exprimés avec des normes quelconques. Okay? Et c'est à vous de voir quelle norme vous voulez. De toute façon, les normes sont toutes convexes, sauf les pseudo-normes qui ne sont pas des normes. Et donc ici, on tirerait exactement la même formulation. À la place du 2, on aurait 1, infini, je ne sais pas, un truc comme ça, P. Okay? Et non, pour les coupes, non. J'ai jamais fait, sur ce problème-là, j'ai jamais trouvé des coupes valides. Moi, j'avais une petite question sur l'aspect de la réduction de dimension pour préserver l'ensemble des paires de distance. Donc justement, en lisant quelques papiers scientifiques, principalement sur les réseaux de neurones, j'ai vu que principalement eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se focalisaient sur une des propriétés. Donc par exemple, essayer de conserver les distributions des distances ou juste
les contextes locaux. Et donc justement, est-ce que vous vous êtes intéressé à ne pas chercher à capturer toutes les formes de distance, mais juste certaines formes spécifiques qui peuvent être intéressantes pour certaines problématiques? Alors, moi, je suis intéressé à tout, donc je suis intéressé à ça aussi. Mais cela dit, ça répond mal à la question. En fait, je n'ai pas de réponse. Je suis tombé sur un résultat qui m'a fasciné. Ce résultat est le résultat dont je parle. Il y a d'autres résultats qui s'appliquent moins généralement, qui sont très utiles à certaines applications. Et si je parlais de cette application, je pense que je présenterais des résultats plus spécifiques. Ce que j'obtiens de ces coupes de résultats que je vois comme opposés, c'est super général. Et donc, c'est fascinant pour cela. Cela dit, c'est plutôt un jeu académique. Donc, si on me payait pour faire du travail, probablement je partirais de ça, mais après, c'est possible que ça marcherait en certaines circonstances, sur certains jeux de données, et sur d'autres non, alors je devrais faire plus de travail. Et dans plus de travail, il y a aussi la localisation, la spécificisation des techniques qui sont très générales à d'autres techniques qui s'appliquent différemment. D'autres questions? En fait, tu nous as présenté des résultats sur finalement les sciences des données, mais vu d'un point de vue d'optimiseur. C'est assez intéressant comme approche. Enfin, en fait, les data scientists ou les gens qui font de la science de données utilisent souvent et arrivent à pas mal de résultats aujourd'hui parce que quelque part, à un moment donné, il y a des optimiseurs qui se sont occupés de faire converger quelques petites affaires quand même, hein. Et donc là, on voit que les deux communautés sont adressées. Dans la pratique, on continue à avoir des communautés distinctes. Est-ce que tu vois des évolutions? Ce n'est pas une question scientifique là que je te pose, mais est-ce que tu vois des congruences ou des conformations entre les deux communautés, des rapprochements sur le fond des sujets, pas uniquement moi je me sers de ce qu'une communauté a réussi à mettre pour faire améliorer la mienne, mais des véritables travaux communs? Alors, je sais, je ne les ai pas vus, mais disons des collègues m'ont raconté qu'il y a des résultats profonds d'optimisation qui sont démontrés, si j'en ai vu quelques-uns, mais qui sont démontrés par la communauté des machine learning théoriques. Ces résultats n'apparaissent pas dans la littérature d'optimisation et souvent n'apparaissent même pas dans des journaux parce que cette communauté publie surtout dans des conférences. Alors les conférences, il faut savoir qu'on a un temps limité pour faire les rapports des articles de conférences. Quand on est dans des programmes de comité, on a plus ou moins un mois pour gérer de 5 à 25 papiers. Ça dépend de la taille du programme de comité. On se sert certainement d'aide, donc on sous-traite certains papiers. Mais sous-traiter les papiers, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de recevoir les rapports, parce que tout le monde a autre chose à faire et ce n'est pas un travail payé. Donc, la plupart des conférences aujourd'hui est une zone grise par rapport au process de peer review. C'est dommage que la communauté des machine learners ne soumette pas souvent à des journaux. Parce que parfois, il y a des erreurs dans ces articles. Parfois, les erreurs pourraient être corrigées, parfois pas. Mais donc, si il y a des résultats d'optimisation qui sont démontrés par des machine learners, mais on ne sait pas si elles sont correctes. Par ailleurs, il y a des résultats de machine learning qui sont prouvés par d'autres disciplines. Alors, discipline d'optimisation, je ne suis pas sûr. C'est plutôt parce que les résultats théoriques des machine learning, c'est plutôt à quoi voir avec la géométrie haute dimensionnelle. Donc, d'habitude, c'est des gens qui font de l'analyse ou de la géométrie de haute dimension. Donc, c'est des mathématiciens qui s'occupent des résultats profonds théoriques du machine learning. Par ailleurs, nous, on fournit beaucoup de méthodes. Donc, pratiquement toutes les méthodes, c'est comme tu as dit, toutes les méthodes utilisées aujourd'hui par le machine learning, les méthodes de solution,
sont des méthodes d'optimisation qui minimisent une fonction de coût. Disons que nous, en optimisation, on s'occupe aussi de la globalité versus non-localité de l'optimum. Alors, si on a beaucoup de données, ça perd un peu d'importance. Okay? Donc, le fait de démontrer que quelque chose est optimal, d'avoir une preuve d'optimalité, n'est pas perçu comme tellement important dans la communauté du machine learning. Surtout celles qui s'occupent de l'entraînement des réseaux neuronaux, par exemple, ou de l'analogie. Okay? L'analogie elle-même, elle n'est pas une manière de penser bien déterminée et bien définie. On fait des analogies créatives, nous-mêmes, les humains. Et sinon, le fait de trouver une garantie d'optimalité est quand même important quand on a vraiment besoin d'une certification. Donc, si on a un système à grande échelle avec beaucoup de variables et ce système doit se soumettre à une loi qui dit qu'au plus certaines choses doivent être valides ou invalides ou bien fonctionnant et ainsi de suite. Donc, s'il y a une contrainte forte sur les systèmes techniques, on voudrait avoir le maximum de gains avec le minimum de coûts. Et donc, il faudrait optimiser en fonction de coûts et aussi, pour satisfaire la loi, savoir démontrer que ça, c'est la solution optimale. Par exemple, si on a la situation où on veut démontrer que le pire des cas d'un certain système ne dépasse pas un seuil de sécurité. Okay? Donc, le nombre de portes de ce bâtiment, par exemple. Okay? Là, il faut qu'on trouve, quand on fait la planification, okay, on positionne les portes avec un problème de précision mathématique. Il faut qu'on prouve que l'optimum qu'on a trouvé est global et n'est pas local. Okay? Pour se soumettre aux contraintes systémiques de la loi, comme vous voulez, de sûreté. Okay? Il y a des contraintes vraiment importantes. Alors, si on parle de machine learning qui fait du travail qui nous rapproche au langage naturel, je pense qu'il n'y a pas vraiment de contraintes de ce type-là. Donc, on peut se contenter de méthodes d'optimisation locales. Okay? Mais on aura à un certain point des systèmes basés sur le machine learning qui décident des choses qui doivent être soumises à une contrainte des lois. Et quand ça sera le cas, je pense que l'optimisation devra donner beaucoup au champ du machine learning. Et probablement, c'est ça qui sera le change. Mais en ce moment, je ne suis pas conscient, mais peut-être juste par ignorance, je ne suis pas conscient de ces types d'échanges. Okay? Je sais que beaucoup de mes collègues optimisateurs travaillent en machine learning, mais ils font comme moi, ils utilisent des méthodes qu'ils connaissent bien sur des problèmes figés où ils analysent des choses. La contribution majeure pourra avoir lieu probablement quand quelqu'un voudra faire des systèmes critiques conçu par un framework de machine learning. Bon, on est, nous, à Systemix, un peu sur ce sujet. Et, bon, tu as cité le sujet du transport autonome, mais il y en a d'autres pour lesquels la criticité est forte et pour lesquels l'explicabilité ou la certification de la décision nous sera demandée. Et en particulier pour des déploiements industriels un peu large échelle. Oui, alors vous avez besoin, par exemple, d'un truc type le SDP. SDP, ça ne vous donne pas une solution, mais ça vous donne un pire de cas. Okay? Au pire de cas, vous allez avoir autant, même si c'est un peu excessif. Okay? Mais si vous respectez le pire des cas avec un SDP, alors certainement, peu importe quelle solution vous engendrez, ça sera sûr. Donc, c'est ce type de choses, la global optimality, c'est quelque chose que les machine learners ne savent pas encore faire, selon moi. Dernière question avant de clôturer. Oui. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cet exposé. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors, moi, j'aurais une question un peu plus technique, donc sur le deuxième résultat important que vous avez... Johnson-Linde-Strauss lemma c'est la projection aléatoire. Ah, très bien, ok. Oui. Voilà, notamment sur la signification du cas, donc la dimension de l'espace sur lequel on projette. Je me demandais, donc alors, comment formuler ça? Il y a les données d'entrée, enfin sur les données de base dans l'espace de grande dimension, les points, oui. Elles doivent être, pour qu'on puisse finalement les réduire
dans des dimensions plus basses, elles doivent avoir une certaine forme. Il faut qu'on fasse déjà des hypothèses dessus. Alors, on pourrait trouver des cas, par exemple, des cas très mauvais sur lesquels on perdrait beaucoup d'informations. Ouais, n'oublie pas que c'est quand même une moyenne, parce que n'oublie pas que la projection est aléatoire, et c'est pour cela que ça marche, ok? Donc, cette matrice, la matrice des projections, voilà. La T ici, on la choisit aléatoirement. Donc, peu importe quel genre de choses super mauvaises tu trouves, comme contre-exemple, la moyenne sur toutes les matrices aléatoires ne sera pas aussi mauvaise que ça. Donc, c'est ça. Mais c'est utilisé. C'est utilisé, par exemple, pour dire que il faut absolument au moins ordre de log n. On ne peut pas réduire ces log n. Donc là, effectivement, il y a un chercheur qui a trouvé, il s'est posé dans le cas, par exemple, log n, ou je ne me rappelle plus. Ce n'était pas tout à fait ce type de résultat, mais c'était un résultat proche. Donc il a dit, on ne peut pas baisser ces log n encore, puisque sinon, on a une classe des familles, une classe des contre-exemples, qui, même sur la moyenne de toutes les projections aléatoires, ne vont pas faire l'affaire. Et c'est toujours des résultats asymptotiques, hein. C'est jamais un contre-exemple. Et juste sur le epsilon, dans ce cas-là, le epsilon, qu'est-ce que ça représente exactement par rapport à... Alors, je ne sais pas. Pour moi, ça pourrait représenter cet aspect dual entre ce résultat et la résolution des distances. Donc, si on monte des dimensions et on ajoute et on recalcule la diagonale du cube, on va ajouter un epsilon, ok? Et la somme de tous les epsilons, des nombres exponentiels qui manquent, qui va de log n à m, ok? Ça, si tu veux, ça c'est une représentation intuitive de cet epsilon. Mais c'est vraiment intuitive, il n'y a pas une théorie derrière. Voyons, cet epsilon, ça va... Bah, là, tu le lis, hein, ça va te faire monter ici. Alors, disons par exemple que ton m est assez petit, c'est 1000, ok? Alors, et n, c'est encore 1000. Donc, si epsilon est trop petit, tu auras plus de dimensions projetées que des dimensions originales. Si ça, c'est le cas, c'est évidemment, ça va marcher parce que tu ajoutes des contraintes. En fait, tu n'es pas... Enfin, pardon, contrainte. Tu ajoutes des dimensions. Et donc, tu es plus haut. Tu n'as pas réduit. Donc, l'epsilon, c'est quelque chose qui ne peut pas monter autant que tu veux ou baisser autant que tu veux. OK? Mais c'est difficile de se rendre compte intuitivement de ce que ça veut dire. Enfin, on n'a pas une visibilité, nous, en 3 dimensions, d'un monde aussi à grande dimension. Bien, on va clôturer. Avant de finir le séminaire, je voulais juste vous passer l'information que le prochain aura lieu le 14 février matin, à 10h. Et ce sera un chercheur en télécom qui nous fera des présentations qui s'appelle Jérémy Leguet, qui travaille chez Huawei, qui est un chercheur et qui nous fera des présentations sur des sujets optimisation au réseau. Voilà, et encore merci à Léo. Merci à toi. Merci à vous.